Sit-in cyclique dans la région pétrolifère de Tataouine au sud de Tunis. Les manifestants réclament une meilleure répartition des richesses du pétrole. L'Afrique du Sud sous le choc après le meurtre de plusieurs femmes par leurs conjoints ces dernières semaines. Le chef de l'État indien appelle à la mobilisation contre toute forme de violence domestique. Au Brésil, des centaines de personnes ont manifesté à Sao Paulo pour réclamer le départ du président conservateur Michel Temer. L'homme serait directement visé par un nouveau scandale de corruption. L'armée somalienne a à nouveau endeuillé. 3 bras valides sont passés de vie à trépas dans l'exercice de leurs fonctions. Tous, membres des forces de sécurité, ils ont été tués à Mogadiscio en tentant de désamorcer une bombe placée dans un véhicule. L'un d'entre eux appartenait à l'équipe de déminage, les 2 autres étaient des soldats. Il s'agit du énième attentat du genre. Les attentats à la voiture piégée sont fréquents à Mogadiscio. Ils sont le plus souvent menés par des insurgés islamistes Shebab alliés à Al-Qaïda qui ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien soutenu à bout de bras par la communauté internationale et par l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie. Confrontés à la puissance de feu de l'AMISOM déployée en 2007, les Shebab ont été chassés de Mogadiscio en août 2011. Ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides jusque dans la capitale. En Tunisie, le ministre de la Défense l'a martelé en prélude à d'éventuels mouvements sociaux. L'armée à qui le président a demandé de protéger les sites de production susceptibles d'être bloqués par des manifestations n'interviendra que dans les cas extrêmes. Le chef de l'armée argumente en soutenant que selon la loi, l'armée peut utiliser la force, mais selon un principe très important et démocratique, celui de la gradation. La semaine dernière, le président Béji Caïd Essebsi avait annoncé dans un discours officiel que l'armée allait dorénavant protéger les sites de production des mouvements sociaux susceptibles d'empêcher leur exploitation. Il faut dire que le gouvernement d'union de Youssef Chahed est confronté à une grogne sociale croissante, en particulier dans les régions de l'intérieur. Les mouvements prennent régulièrement l'allure de sit-in, bloquant routes et accès à certains sites. Depuis plusieurs semaines, la région de Tataouine, située à 600 km au sud de Tunis, est agitée par des revendications sociales. À Camour, des habitants de la région ont monté depuis plus d'1 mois des tentes près d'une installation pétrolière. Ils demandent une meilleure répartition des richesses du pétrole en faveur de la région et des recrutements prioritaires dans les sociétés pétrolières. Pour calmer la situation, des négociations ont eu lieu entre le gouvernement et ses manifestants. Mais des sit-ins sont toujours sur place. Il faut dire que 6 ans après sa révolution, la Tunisie peine toujours à relancer son économie. Début mars, le Premier ministre Youssef Chahed a assuré que son pays était sur le bon chemin, jugeant réalisable une croissance de 2,5% en 2017. Et selon des chiffres publiés ce lundi par l'Institut de la statistique, l'unique État rescapé du printemps arabe a vu son produit intérieur brut croître de 0,9% entre janvier et fin mars, la hausse atteint 2,1% par rapport à la même période de 2016. Un peu plus de 70% du territoire national échappe au contrôle des autorités issues des urnes. Depuis 3 ans, les groupes armés occupent des pans entiers de ce vaste territoire de 623 000 km², menant des activités lucratives à la frontière du Tchad, des 2 Soudans et de la République démocratique du Congo. Sous embargo d'armes de guerre et sans armée nationale, l'État centrafricain est impuissant devant cette situation inédite. Récemment, les groupes armés ont pris pour cible
Un convoi du génie militaire de la MINUSCA. 5 soldats de la paix ont péri au cours de cette embuscade. Les ressortissants du Mbomou, de la Basse-Koto et de la Haute-Koto, résidant à Bangui, se sont réunis pour trouver des pistes de solution à ce problème. Sur les sites, dont au niveau par exemple de Bangassou, au niveau de la cathédrale, au niveau de la mosquée de Tokoyo, au niveau de Alindao, au niveau de Mingala, au niveau de plusieurs de nos villes, il y a des femmes, des enfants, des hommes qui souffrent, qui n'ont pas de quoi manger. En effet, les différentes forces internationales déployées depuis 3 ans dans le pays ont du mal à venir à bout des bandes armées qui tuent, pillent, volent et violent impunément. On est en train de débattre sur des axes. Le premier axe, comment faire pour pousser le gouvernement et la MINUSCA à être robustes, à protéger cette région-là. Et le second axe, c'est sur l'humanitaire. Cette situation complique sérieusement le processus du DDRR dont la 5e réunion du comité de suivi est prévue dans quelques jours à Bangui. Après le meurtre de plusieurs femmes par leurs conjoints ces dernières semaines, l'Afrique du Sud est sous le choc. Depuis plusieurs jours, des milliers de messages circulent sur les réseaux sociaux sous le hashtag « Les hommes sont des ordures ». Face à cette situation, le chef de l'État a appelé le pays à se mobiliser contre cette violence domestique. Ce mercredi, plusieurs centaines de personnes ont assisté à Soweto à une cérémonie en hommage à Karabo Mokoena, cette jeune femme de 22 ans devenue symbole de la violence contre les femmes après avoir été tuée par son petit ami qui a ensuite tenté de brûler son corps avant de l'enterrer. En Afrique du Sud, la violence notamment envers les femmes et les filles est élevée, amplifiée par des facteurs économiques et le manque de réponse des autorités. Plus de 1000 femmes décèdent chaque année des mains de leurs conjoints ou de petits amis, une réalité à laquelle la société sud-africaine a du mal à faire face. Pour garantir l'indépendance de l'enquête sur une éventuelle collision entre des proches de Donald Trump et la Russie, Robert Mueller, 112 ans, le très respecté directeur du FBI de 2001 à 2013 sous George Bush, puis Barack Obama, a été nommé procureur spécial aux États-Unis. Sa nomination vise à isoler les investigations du pouvoir politique en réduisant au maximum la supervision de ce ministère qui exerce la tutelle du FBI et donc sur les agents qui enquêtent depuis l'été dernier dans cette affaire mêlant politique et espionnage. Le milliardaire républicain Donald Trump, qui se plaignait encore récemment d'être maltraité par les médias, a réagi sèchement par ces mots. Une enquête complète confirmera ce que nous savons déjà. Il n'y a eu aucune collision entre mon équipe de campagne et une entité étrangère. Je suis impatient que cette affaire se conclue rapidement. La nomination de Robert Mueller représente un revers et une surprise pour la Maison-Blanche pour qui l'enquête actuelle se suffisait à elle seule. À l'inverse, dans un consensus rare, élus républicains et démocrates ont applaudi la nomination de l'ancien patron du FBI. Un nouveau séisme a secoué ce mercredi la politique brésilienne, visant directement le président conservateur Michel Temer, enregistré en train de donner son accord à des pots de vin, selon le journal O Globo. Le chef d'État a nié les faits dans un communiqué, mais la nouvelle a fait l'effet d'une bombe avec des appels à la démission de la part de plusieurs partis d'opposition. Plusieurs dizaines de Brésiliens sont descendus dans les rues pour protester dans les plus grandes villes du pays, y compris devant le palais présidentiel à Brasilia, avec des cris de Temer dehors à grand renfort de klaxons. Nous ne pouvons plus accepter, pas même un jour, de ce régime qui n'a pas le support populaire et qui n'a pas été élu par un vote. Assez, c'est assez. Nous en avons assez enduré et il faut maintenant les enlever de là. Assez, c'est assez. Nous
Nous sommes ici avec des militants de la base, des partis indépendants pour donner le grand coup final et faire pression sur les députés et le président de la Chambre, Rodrigo Maia, pour qu'ils acceptent la requête de destitution qui a déjà été déposée afin d'en finir avec ce gouvernement. Selon O Globo, le président est directement impliqué dans d'autres malversations. Le Parti des travailleurs, formation politique de Dilma Rousseff, a réclamé publiquement la démission du chef de l'État dans un communiqué co-signé par 5 autres partis d'opposition. Le député Alessandro Molon du parti Rede centre-gauche, un des signataires, a pour sa part déposé une demande officielle de destitution. Le président mexicain Enrique Peña Nieto s'est engagé ce mercredi à renforcer et étendre les mécanismes de protection des journalistes ainsi qu'à combattre l'impunité. Des propos tenus 2 jours après le meurtre de Javier Valdés, spécialiste reconnu du narcotrafic et pigiste pour l'agence France Presse AFP. En ma qualité de citoyen, je partage le même besoin de justice que les organes de presse, que la société. Comme président du Bercic, je peux vous dire que nous agirons avec fermeté et détermination pour arrêter et punir les responsables. La mort lundi de Javier Valdés, tué par balle en pleine rue, s'ajoute à la centaine de reporters assassinés au Mexique depuis 2000, dont 11 sur la seule année 2016, un record. Reporters sans frontières Amérique latine tire la sonnette d'alarme et appelle à la fin de l'impunité des crimes contre la presse. Au-delà d'être incapable d'identifier, d'inculper les assassins et de protéger ces journalistes, dans de nombreux cas, ce sont les autorités publiques elles-mêmes, en accord quelquefois avec le crime organisé, qui sont les auteurs de ces violations. Souvent, ils sont les responsables de ces crimes. C'est une situation catastrophique. À son arrivée au pouvoir en 2012, le président Enrique Peña Nieto avait fait de la sécurité des reporters une priorité. Pourtant, cette année, son gouvernement n'a alloué aucun budget au mécanisme de protection des professionnels de l'information. Selon Reporters sans frontières, le Mexique occupe la 3e place dans le monde pour le nombre de journalistes assassinés derrière la Syrie et l'Afghanistan.